bouteille d'eau, ça va? C'est parfait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation, puis de prendre de votre temps ce soir pour participer à cette séance d'information qui est en format hybride. Alors, mon nom est Sonia Dumont et je serai votre animatrice pour la soirée. J'aimerais préciser que je suis une facilitatrice indépendante et que mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre de ce soir. D'ailleurs, je m'engage ce soir à la faciliter dans un esprit d'ouverture et d'écoute, à agir de manière équitable et respectueuse avec les participantes et les participants et à permettre l'expression d'une diversité de points de vue. La séance d'aujourd'hui vise deux objectifs. D'abord, vous fournir de l'information sur le projet Griffintown, plus particulièrement sur la vision portée dans ce projet, de même que sur les travaux en cours et à venir par la Ville de Montréal dans le secteur Griffintown en 2024 et bien sûr de répondre à vos questions sur ce sujet. Alors prenez le temps de vous installer confortablement, que vous soyez ici dans la salle avec nous ou encore à la maison. Nous allons passer une partie de la soirée ensemble. Donc, vous aurez remarqué que je ne suis pas seule à l'avant. Je suis accompagnée de plusieurs professionnels et d'élus également qui interviendront durant la rencontre. Alors, permettez-moi de les présenter. Alors, j'ai M. Benoît Doré, qui est le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques. Donc, bonsoir, M. Doré. On a également avec nous Mme Tan Shan-Lee, qui est conseillère d'arrondissement pour le district Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, et Griffintown. Bonsoir. On a également à l'avant des professionnels de la Ville. On a Mme Amélie Bergeron, qui est chargée de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité. On a également, juste à côté d'elle, on a M. Mathieu Beauregard, qui est chargé de projet en génie civil pour la division aménagement des espaces. Juste à côté, à la droite de de Mathieu, on a Mme Anjali Mishra, qui est chef de section Grand Projet au service des infrastructures et du réseau routier. Juste à côté de Mme Mishra, on a M. Christian Bissonnette, qui est le directeur à la direction des travaux publics pour l'arrondissement du Sud-Ouest. Et juste à côté, Mme Catherine Boucher-Thibault, qui est conseillère en planification également pour l'arrondissement du Sud-Ouest. Et à la toute fin, non la moindre, Marianne Bourque, qui est chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications à la Ville de Montréal. Donc, la rencontre de ce soir va se dérouler de la façon suivante, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, tout de suite, après mon mot d'introduction, nous aurons l'allocution de bienvenue de M. Benoît Doré. S'en suivra la présentation par les professionnels de la Ville sur le projet Griffintown, les travaux en cours et à venir, ainsi que de l'information sur les outils de communication utilisés. Nous avons réservé une période de questions à la fin de la présentation et on terminera la soirée avec le mot de conclusion de Mme Tan Shan-Lee, qui est conseillère d'arrondissement du Sud-Ouest. La rencontre devrait se terminer aux alentours de 20 heures. Alors, pour les personnes présentes en salle, vous aurez par la suite, à la fin de la rencontre, à la fin de la période de questions, l'opportunité de poursuivre vos conversations avec les différents kiosques qui ont été aménagés à l'extérieur de la salle. Donc, si vous êtes entré par la grande porte, vous avez vu qu'il y avait plusieurs kiosques, donc vous aurez l'opportunité de poursuivre vos conversations. Donc, j'ai encore quelques consignes avant qu'on puisse débuter, puis après ça, je vais laisser toute la place aux présentateurs. Donc, avant d'entrer dans le vif de la présentation, j'ai quelques principes de base, quelques consignes pour le bon déroulement de la séance. Alors, la présentation sera livrée en français. Si une question est posée en anglais, elle sera répondue en français. Tonight's presentation will be conducted in French, but you will be able to ask your questions in English if you wish so. La séance de ce soir est également enregistrée et sera disponible sur le site montréal.ca. Comme je l'indiquais, la séance
est offerte dans un format hybride. Nous avons donc des participants qui sont présents en ligne. Donc, les consignes pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez bien sûr regarder la web diffusion et par défaut, sachez que vos micros sont éteints durant la séance et tel qu'il a été annoncé, vous ne pourrez pas intervenir directement durant la séance. Bien évidemment, vous avez pu poser vos questions au moment de votre inscription et sachez que nous en avons tenu compte, nous les avons notées. Alors, une période de questions, comme je le disais, est prévue par la suite. Et à ce moment-là, les participants en salle pourront poser leurs questions en s'installant derrière les 2 micros qui sont installés dans la salle. Je donnerai à ce moment la parole aux participants qui souhaitent poser des questions et je vais alterner entre les questions qui ont été posées à l'avance par le formulaire lors de l'inscription et avec les questions des personnes qui sont en file dans la salle. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations, ne vous inquiétez pas, quand on arrivera à la période de questions, je vous rappellerai les consignes. Donc, gardons en tête que la rencontre de ce soir vise à vous présenter la vision du projet Griffintown et de ce fait, seules les questions qui s'adressent à l'équipe projet et qui concernent le projet présenté ce soir seront répondues. Les intervenantes et les intervenants vont faire de leur mieux à l'avant pour vous donner les réponses les plus exhaustives possibles. Il est possible que certaines réponses ne soient pas disponibles ce soir. Alors, si c'était le cas, sachez que vos réponses seront par la suite compilées dans un document questions-réponses qui vous sera transmis à la suite de la rencontre. Alors, je me tais pour l'instant. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Benoît Doré pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là en aussi grand nombre. On mentionnait tout à l'heure la présence de beaucoup de gens, mais je voudrais quand même réitérer la présence des 2 conseillers municipaux qui couvrent, dans le fond, votre quartier, donc le district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Griffintown, dans les personnes que sont Craig Sauvé comme conseiller municipal, donc qui siège à l'arrondissement et au conseil municipal, et Mme Tan Chanli, qui vous représente au conseil d'arrondissement. C'est un moment qui est privilégié, hein, c'est un moment qui est récurrent où on fait état à la Ville-Centre et dans l'arrondissement, donc de l'entièreté des travaux, de tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans les derniers mois ou la dernière année, ce qui est en train d'être fait et ce qui va être entrepris également sous peu. C'est important d'avoir ce moment privilégié-là parce que Griffintown, ça se construit sur le long terme. On a déjà adopté, il faut comprendre qu'on a adopté le programme particulier d'urbanisme en septembre 2013. Et c'est un plan généralement de 15, 20, 25 ans lorsqu'on adopte un programme particulier d'urbanisme. Ça veut donc dire que tout ne se fait pas automatiquement. Hein, c'est lissé dans le temps et ce n'est pas tant la disponibilité budgétaire que tout simplement, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Puis bien faire les choses dans un territoire où on a reconstruit littéralement la ville sur la ville, ça fait beaucoup de défis. Et on comprend également que pour vous qui y habitez, ben, ça génère aussi plusieurs tracas. Ça génère un petit peu de brosse camarade. Ça fait en sorte qu'on vit avec des chantiers. Qu'on vit avec des chantiers de la Ville de Montréal, certes, parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal, mais on vit aussi avec des chantiers immobiliers qui arrivent les uns après les autres. Alors, dépendamment du moment où vous êtes arrivé dans Griffintown, votre propre projet où vous habitez a créé certaines nuisances sur le voisinage. Alors, c'est vraiment difficile de faire en sorte de bien ordonnancer les chantiers. Alors, à la Ville de Montréal, ce qu'on tente de faire, c'est de bien coordonner nos travaux avec ce qui est prévisible. Ce qui est parfois pas très prévisible, c'est la vitesse à laquelle les projets immobiliers, eux, arrivent.
On est tributaire du financement de l'entrepreneur, à savoir est-ce que ça y a pris du temps ou pas d'avoir l'ensemble de ses fonds pour y arriver. Faire en sorte également que les différents travaux des donneurs d'ouvrages que sont Hydro-Québec, la Commission des services électriques, Énergir, etc. Donc, il y a des branchements continus. Alors, il y a un projet qui arrive, on a des commerces. Ah, finalement, un des commerces sera un restaurant. Bon, ben, il va falloir du gaz, il va falloir de nouvelles affaires. Alors, c'est vraiment beaucoup de chantiers, puis ça demande beaucoup de résilience. Et là-dessus, on en convient tous que c'est sûr qu'à terme, ça va être vraiment un très beau secteur. Ça va vraiment être un milieu de vie de grande qualité, moderne, résilient, avec du transport en commun qui a du bon sens, où ça va être facile de marcher, où ça va être facile de se déplacer avec ses enfants, où ça va être facile également de sortir de chez soi puis de dire, ben, je vais aller faire mes emplettes parce que j'ai tout. Hein, ça a été planifié pour que vous ayez tout vraiment à distance de marche, avec une place limitée pour la voiture. Mais le temps que ça se passe, on le sait que c'est difficile. Alors, les services centraux font tout en leur possible pour bien coordonner à l'intérieur de ce qui est prévisible. Et pour l'arrondissement, ben, son rôle, c'est de s'assurer d'entretenir. Et vous comprenez que de la même manière qu'on jase beaucoup avec vous, vous dites, ben moi, on essaie là, dans mon développement, on essaie là, chez nous de bien nettoyer, de s'assurer de bien entretenir, mais c'est difficile parce qu'il y a toujours un chantier qui arrive, que ce soit celui de la ville, que ce soit celui d'un voisin, avec des permissions d'occuper le domaine public, des cônes oranges qui apparaissent, toutes sortes de choses. Alors, de la même manière que pour vous, c'est un peu difficile d'entretenir, ben, c'est la même chose pour la ville de Montréal, pour l'arrondissement, où constamment, il y a des nouvelles affaires qui se passent. Alors, on nous dit souvent, ben, il y a des trottoirs qui ont été faits, qui sont en asphalte. Il me semble que le béton devrait arriver bientôt. Ben, vous avez bien raison. Ceci dit, quand on voit à un moment donné qu'il y a un projet immobilier qui va arriver, là où on avait prévu amener du béton, ben, on l'a essayé dans le passé d'arriver et de dire, ben, on va le faire, le béton. Et ce qu'on voit, ben, c'est craquelé, c'est morcelé, ça brise. On doit aller chercher les garanties. Donc, c'est vraiment un effort important qu'on doit faire, mais on le fait. Est-ce que c'est parfait? Vous allez tous avoir des cas pour me dire que ce n'est pas parfait pantoute. Puis vous avez parfaitement raison. Mais il y a vraiment de grands efforts qui sont faits pour que, en même temps que vous vous disiez qu'à terme, ça va être formidable, mais qu'en même temps, au fur et à mesure que vous vivez dans Griffintown, vous vous dites, je sens que la ville travaille fort pour moi. Est-ce que ce n'est pas parfait? Mais je veux le sentir. Je veux pouvoir échanger avec mes élus. Je veux profiter des moments comme ce soir pour poser des questions. On vous le disait juste avant, c'est les services qui sont devant vous qui nécessairement ont les réponses aux questions qui s'adressent à ces personnes-là, à elles. Mais on va colliger l'ensemble des questions. Parce que bien au-delà des parcs ou des rues ou des différentes infrastructures, vous vous dites, il me semble qu'il y a tel service qui devrait arriver. Il me semble que j'ai vu telle affaire qui était écrite dans le programme particulier d'urbanisme et que je ne vois pas encore. Vous avez parfaitement raison et on va aller vous donner l'ensemble des réponses. Parce que lorsqu'on a fait, puis je termine là-dessus, lorsqu'on a fait le bilan après 10 ans, vous savez qu'en 2022, le comité exécutif a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour arriver à un certain bilan. Donc la ville, on a fourni notre bilan. Et on voulait, dans le fond, un peu renouveler nos vœux. Hein. Moi, je le voyais comme ça, 10 ans après, en se disant, ben, le contrat sur lequel on était au début, là, le contrat social, est-ce qu'il tient la route? Est-ce qu'on a fait la job? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que la job elle se fasse comme il faut? Et ce qu'on a vu, c'est que essentiellement, ce que vous vouliez en 2013, ben, vous le voulez encore en 2023 et en 2024. Vous voulez encore avoir des parcs importants. Vous voulez avoir encore une densité du centre-ville, mais qui est conviviale, qui fasse en sorte où on se sent effectivement pas étouffé, où le domaine public prend beaucoup de place et c'est un domaine public de qualité. Alors, fort des recommandations de l'OCPM, on va les mettre en branle, celles-là. Et je vous dirais que la prochaine étape qui s'en vient rapidement, c'est au prochain conseil d'arrondissement, au prochain conseil municipal,
où vous savez que la stratégie principale de développement de Griffintown, c'était d'y aller par projet particulier. Parce que oui, il y a 11 ans, n'existait pas un règlement sur la mixité à Montréal. Il existe maintenant. Les frais de parc n'étaient pas ce qu'ils sont. Alors, les contributions en frais de parc, maintenant, c'est dans la réglementation. On voulait un quartier qui soit résilient, avec vraiment des infrastructures de développement durable. Bien, il y a 11 ans, il fallait tout négocier ça. Maintenant, c'est built-in, hein, c'est directement dans la réglementation. On n'a plus besoin de les négocier les uns après les autres. Et donc, on va changer cette stratégie-là. C'est ce qu'on avait mentionné lors des consultations publiques et on va y arriver. Ça veut donc dire que les éléments urbanistiques vont être ceux du PPU. Alors, il n'y aura plus cette espèce de disparité entre le règlement d'urbanisme et le plan d'urbanisme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Parce qu'il va falloir vraiment regarder ce que ça donne. Et là-dessus, bien, c'est une invitation que je vous fais, donc en terminant, pour vrai, parce que je termine toujours 2 fois. Alors, c'est une invitation que je vous fais. On va faire beaucoup de communication là-dessus pour bien expliquer ce que ça donne, parce que, d'un fois, en langage urbanistique, c'est pas clair, c'est pas simple. Puis les avis publics, ben, ils sont faits exprès pour que ça donne des affaires légales. Alors, au-delà du légal, c'est juste, ça donne quoi dans ma vraie vie? On va vous l'expliquer. Alors là-dessus, bonne soirée à tous et à toutes, et on sera là pour pouvoir échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle introduction, M. Doré. Donc, on va débuter immédiatement avec la présentation du projet. Donc, je vais inviter Mme Amélie Bergeron, qui est chargée de projet. Je vous invite à écouter, à regarder la présentation, notez vos commentaires et questions, parce qu'on aura une période de questions tout de suite après. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'introduction. Donc, 5 chantiers auront lieu sur le territoire de Griffintown en 2024. 2 d'entre eux visent l'aménagement ou la préparation de lieux publics, dont le très attendu parc du bassin à bois, et 3 d'entre eux concernent le réaménagement des rues déjà entamé l'année dernière en 2023. Il s'agit donc, oui, de travaux, mais de pas de plus vers la création d'un milieu de vie habité, durable et plus densément construit. Ce grand objectif chapeaute toutes les interventions qui ont lieu sur le territoire de Griffintown et qui proviennent, M. Doré le mentionnait, du programme particulier d'urbanisme. Donc, après 10 ans de mise en œuvre, on est au cœur de ce changement. On est dans une situation qui est transitoire. Il y a de nombreuses rues qui ont déjà fait l'objet de travaux. Dans les prochaines années, l'équipe de projet souhaite miser dans les prochaines années sur la réalisation accélérée des lieux publics, les parcs, les places publiques de Griffintown, qui seront bénéfiques pour la qualité de vie des résidents. Lors de la dernière séance d'information qui a eu lieu à l'automne, il a été demandé de rappeler ce qui est prévu comme équipement et comme aménagement dans les lieux publics à aménager. Les prochaines minutes seront donc consacrées à vous présenter plus en détail ce qui est prévu dans les prochains parcs, places et placettes qui verront le jour dans votre quartier. Sur la carte ici, vous pouvez voir en vert les parcs qui sont existants ou qui ont déjà été aménagés dans le cadre du projet. Les parcs en vert pâle correspondent aux parcs qui demeurent à aménager dans le cadre du projet. On parle ici du parc des Eaux Cachées, de la place William-Dorr, du parc Mary Griffin, qui sont au cœur du quartier, dans ce qu'on appelle l'archipel de Griffintown. Mais il y a aussi le parc archéologique de la Pointe des Seigneurs, le Square Galerie et la placette Brennan. En orange se trouve le parc du bassin à bois, dont les travaux devraient démarrer dans les prochaines semaines. Les calendriers qui vont être présentés dans les prochaines diapositives sont à titre indicatif, au meilleur de nos connaissances, au meilleur de nos connaissances du marché. Évidemment, des imprévus peuvent survenir en cours de conception. La conception d'un lieu public s'étale normalement sur environ 2 ans et la réalisation des travaux s'étale normalement sur 2 ans également.
Tout d'abord, le parc du bassin à bois, qui est le prochain parc dont vous pourrez bénéficier. Donc, pour rappel, il se trouve entre la rue William au nord et le canal de la Chine au sud, au cœur du secteur des bassins du Nouveau-Havre. Il est traversé par la rue des Bassins. Donc, la partie au nord accueillera une patinoire réfrigérée et un pavillon qui accueillera vestiaire et toilettes. L'implantation de ce pavillon avait d'ailleurs fait l'objet de consultations publiques en 2021, dans le cadre de laquelle le concept du parc vous avait été présenté. La partie sud offrira davantage une plaine gazonnée, une plateforme de bois qui sera ouverte sur le lieu historique du canal de la Chine. Différentes interventions sont aussi prévues pour raconter l'histoire du quartier, par exemple la mise en valeur des limites de l'ancien bassin. Il y a une plantation aussi importante d'arbres qui est prévue, ce qui va vraiment contribuer au verdissement du quartier. En période estivale, le site de la patinoire fera l'objet d'une programmation d'activités locales dans le respect du voisinage. Les travaux, qui vont être détaillés plus loin dans la présentation, devraient débuter dans les prochaines semaines, je le mentionnais tout à l'heure, et seront d'une durée d'environ 2 ans. La placette du Square Galerie est située à l'ouest du pont Wellington. Cet espace permettra de créer un lien agréable et sécuritaire entre le parc du Faubourg Sainte-Anne au nord et le lieu historique du canal de la Chine au sud, via la rue du Square Galerie qui va être également réaménagée. Pardon. La plantation d'une quinzaine d'arbres, l'implantation de mobilier urbain et des aménagements permettant la gestion écologique des eaux de pluie est également prévue. Donc, à la suite de la visite citoyenne qui a eu lieu l'automne dernier, le raffinement de la conception est en cours et les travaux sont planifiés en 2025-2026. On espère vous tenir informés très rapidement là, du concept final. Le parc des eaux cachées est situé, quant à lui, entre les rues William au nord, Ottawa au sud et entre les rues du Séminaire et Saint-Thomas. Donc, c'est vraiment la prochaine priorité de réalisation de parcs dans le quartier. Donc, à vocation récréative, il est perçu vraiment comme le poumon vert du quartier de l'arrondissement où l'eau sera mise en valeur en lien avec le tracé de l'ancienne petite rivière. La programmation qui est illustrée ici, qui demeure sujette à ajustement, prévoit donc une plaine multifonctionnelle pour l'usage de différentes activités, des aires naturelles de jeu, des sentiers, un pavillon. Une œuvre d'art est aussi prévue parce que ce parc sera le 2e jalon du corridor culturel de la rue Ottawa. Cette programmation a été établie dans un exercice de co-conception en 2019, va être adaptée pour faire de ce parc un espace résilient qui permettra de gérer les eaux de pluie du secteur périphérique, mais aussi pour inclure l'aménagement des rues adjacentes. En termes de calendrier, à la suite de la décision de ne plus aménager un bassin de rétention sous le parc, l'année dernière, 2023, a vraiment été consacrée à bien définir les besoins avec l'ensemble des partenaires. Donc, différents services de l'arrondissement, le service de l'eau, le service des immeubles, le bureau d'art public et le service des infrastructures et du réseau routier. En 2024, cette année, la conception du parc va être raffinée, puis on va aussi vous en tenir informé vers la fin de l'année. En 2025, on complétera les études préparatoires et les plans et devis vont être complétés. Donc, sous réserve de tout impondérable, les travaux d'aménagement du parc devraient débuter en 2026 pour une durée de 2 ans. Les travaux de réaménagement des rues suivront. La place William Dow est située au nord de la rue Ottawa, entre les rues Yonge à l'ouest et la rue Peel à l'est, où est prévue la construction d'un centre culturel. Ça va être un lieu de détente qui va privilégier aussi des éléments de reconnaissance de cet ancien pôle civique irlandais. Une vaste esplanade et aussi une aire de détente qui profitera de verdissement et d'aménagement d'eau sont prévus. La gestion écologique des eaux de pluie est également prévue pour contribuer à la résilience du territoire et une 3e œuvre d'art du corridor culturel de la rue Ottawa. Quant au calendrier, les travaux de réhabilitation des sols sont prévus cette année, ont d'ailleurs déjà débuté. Des précisions suivront plus tard dans la présentation. L'aménagement de la place se fera en arrimage avec le calendrier du partenaire, l'organisme MR63. Le futur parc, maintenant Mary Griffin,
qui est situé face à la future station REM. Ce site accueille déjà un bâtiment technique qui est associé au bassin de rétention souterrain. La programmation préliminaire prévoit 3 éléments. D'abord, de réaménager la rue d'Alousie en rue partagée, c'est-à-dire en rue à priorité piétonne, d'aménager des aires de récréation et de détente et de prévoir une promenade jardin adjacente à la rue Anne. Enfin, c'est aussi le site de la 4e œuvre d'art publique du corridor culturel de la rue Ottawa. La programmation plus fine du parc demeure encore à définir. La planification des travaux demeure en arrimage avec le calendrier de notre partenaire CDPQ Infra, notamment pour l'utilisation transitoire du site. Enfin, le parc archéologique de la Pointe des Seigneurs qui est situé plus à l'ouest du territoire. Des aménagements qui permettent de mettre en valeur le cadre exceptionnel du site et l'histoire du lieu sont prévus. L'aménagement de sentiers, l'ajout de mobilier urbain, la mise en valeur des vestiges archéologiques. Donc, suivant la réalisation des travaux de réhabilitation qui ont été faits il y a quelques années, dans une des parties du site, des études sont en cours. Malheureusement, on ne peut pas avancer aucun calendrier pour le moment, mais sachez que des efforts sont consentis pour vous permettre de vous réapproprier ce site dans les plus brefs délais. C'est ce qui complète le portrait des parcs sur lesquels l'équipe de projet travaille actuellement. Sur ce, je passe la parole à mon collègue Mathieu Beauregard, qui abordera le premier volet des travaux à venir en 2024, c'est-à-dire celui du parc du bassin à bois. Merci. Merci, Amélie. Bon, c'est ça. Moi, je suis ingénieur au service des grands parcs. C'est moi qui est responsable de la réalisation du chantier, en fait, du parc du bassin à bois. Donc, on a déjà parlé abondamment. Ce qu'Amélie présentait tantôt, juste pour montrer physiquement, le parc, il s'inscrit dans la suite de la place des arrimeurs qui a été aménagée en 2022. La partie nord, là, qui est entre William et la rue des Bassins, c'est là où il y a les principaux équipements qui sont évidemment la patinoire réfrigérée, là, qui est l'équipement principal du parc. Le pavillon ici, qui est près de la rue des Bassins, qui a un revêtement de bois là, qui va rappeler là, des piles de bois accumulées là, en attente de déchargement. Puis dans la partie sud, bien, c'est l'endroit là, où c'est plus des activités calmes, détente, des aires gazonnées, du mobilier urbain. Et il y a le lien ici, une plateforme en bois là, qui vient rejoindre là, la piste cyclable du canal de la Chine. Les travaux qu'on a à faire cette année, c'est d'abord une partie importante, là, c'est la décontamination et la gestion des sols, parce que le site a été remblayé avec des sols contaminés, excusez-moi, puis on doit les décontaminer. Ensuite de ça, comme Amélie le mentionnait, des interventions archéologiques pour dénuder les anciens murs de pierre qui sont restés enfouis là, sous les sols, là, qui étaient les murs du bassin. Puis ils vont être mis en valeur aussi en les marquant en surface pour voir où ils étaient. Puis il y a une partie qu'on va voir aussi. Ensuite de ça, bien, il y a les travaux classiques là, de génie civil, là, les branchements de conduite d'eau potable, d'égouts, puis de drainage, l'aménagement de trottoirs, de sentiers, l'implantation de mobilier urbain, puis d'éclairage de parcs, là, des appareils d'éclairage. Plantation de nombreux végétaux, comme Amélie l'a mentionné, et évidemment la construction de la patinoire réfrigérée en soi et du pavillon technique, où il va y avoir les équipements de réfrigération nécessaires à faire fonctionner la patinoire, vestiaires et toilettes qui sont accessibles au public. Les chantiers préliminaires, je dis préliminaires parce qu'on est encore on est sur le bord d'obtenir toutes les autorisations et les permis requis pour débuter les travaux. C'est une question de jours, de semaines avant qu'on les ait tous. C'est ça, on prévoit à partir dans quelques semaines, c'est-à-dire la fin du printemps 2024. Donc, il y aurait une mobilisation et préparation du site au printemps. Puis, dès le départ, ce qui va débuter au début, c'est l'excavation des sols contaminés, la construction du pavillon et de la patinoire, parce que c'est les étapes qui sont les plus longues à réaliser pour arriver à la fin du chantier. Par la suite, en parallèle, pendant l'été, il va y avoir les travaux souterrains dans le parc, tout ce qui est égout, aqueduc, le drainage, les
les conduits électriques pour l'éclairage, tout ce qui est caché puis qui n'est pas beau, puis que personne n'est intéressé. Et ensuite, après ça, à la fin de ces travaux-là, vers la fin de l'été, début de l'automne, début des travaux d'aménagement du parc, des 2 sections du parc, les aménagements de surface, plantation, les trottoirs et tout ça. Puis, à l'automne 2025, on vise faire la mise en service des équipements, du bâtiment et des équipements de réfrigération, faire tous les tests, tout calibré, tout arrangé pour s'assurer que ça fonctionne. Puis, ce qu'on souhaite, le vœu qu'on souhaite, si tout va bien, c'est qu'on puisse patiner sur la patinoire du parc du Bassin en Bois pour l'hiver 2025-2026. Les entraves à prévoir, il n'y a pas énormément d'entraves parce qu'on travaille vraiment à l'intérieur des terrains du bassin en bois des deux sections. Mais il va y avoir une fermeture partielle de la rue William puis de la rue des Bassins pour réaliser les branchements d'égouts et d'aqueducs dans la rue. C'est des fermetures qui vont durer une semaine et demie peut-être pour faire ces travaux-là. Puis, il va aussi y avoir une déviation de la piste cyclable du canal de la Chine qu'on va devoir faire parce qu'il y a des travaux de décontamination à faire qui sont vraiment à la limite de la piste cyclable. Fait qu'on va devoir la fermer au public, puis il va y avoir une déviation qui va se faire pendant 2 à 3 semaines pour faire ces travaux-là. Fait que c'est ça pour les travaux. Je vais passer la parole à Anjali qui va venir vous parler des travaux de plus de rue. Merci beaucoup Mathieu. Bonsoir à tout le monde. Donc, tel qu'annoncé, je vais vous parler ce soir des travaux de rue qui seront réalisés en 2024. Pour ceux d'entre vous qui étaient là à l'automne dernier, vous remarquerez qu'il y a plusieurs de ces chantiers-là qui sont en fait la continuité de chantiers que nous avons commencés l'année dernière, donc notamment les chantiers de la rue Young, celui sur la rue William, puis du côté Bassin-Ollier. Donc allons-y un chantier à la fois pour que je puisse vous expliquer, vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit, puis vous expliquer où nous en sommes. Au niveau de la rue Young, entre les rues William au nord et Wellington au sud, puis avec un petit bout aussi sur la rue Ottawa, vous avez vu l'année dernière que nous avons remplacé l'ensemble des infrastructures, donc aqueduc, égout au centre de la rue, au sud de la rue Ottawa. Cette année-ci, on a déjà commencé depuis le début du mois d'avril à venir remplacer les réseaux énergétiques sur le trottoir qu'on avait laissé ouvert l'année dernière au sud de la rue Ottawa, et on a commencé également à venir compléter les réseaux électriques, donc les réseaux de la Commission des services électriques, et ainsi que quelques travaux d'ajustement gazier dans ces tronçons-là, avec l'idée que nous allons pouvoir venir compléter donc l'aménagement pour cette rue-là dans une phase dès cette année-ci. L'automne passé, nous vous parlions déjà du fait que ces travaux-là allaient demander une fermeture temporaire de plusieurs stationnements. Ce sont 220 d'entre vous qui ont bénéficié pour une première fois de passes de stationnement parce qu'on vous a relocalisé dans des stationnements privés. Et tout ça aussi avec une coordination vraiment très fine qui a dû se faire avec la caserne de pompiers qui est aussi située au coin des rues Young et Ottawa. Cette coordination-là continue. C'est un chantier donc qui reste dynamique où on doit encore s'ajuster aussi énormément au calendrier des entrepreneurs privés qui sont juste à côté de ce chantier-là sur la rue Young. Il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3, notamment des chantiers plus proches de la rue William, avec lesquels les échéanciers on va devoir rester très agiles pour s'assurer de compléter les travaux. Un petit rappel par rapport aux aménagements que vous allez voir donc à la fin de cette année-ci sur la rue Young. Dans le tronçon entre William et Ottawa, là on vient, comme on le disait, avec un aménagement transitoire. Donc malheureusement des trottoirs en asphalte, mais ce sont des trottoirs en asphalte étant donné le nombre important de chantiers, comme on disait, de part et d'autre de la rue, et parce qu'on ne veut pas venir démolir tout de suite après avoir compris des beaux aménagements par le passage de camions ou de véhicules lourds. Au sud de la rue Ottawa, par contre, la majorité des chantiers privés ont été complétés, donc on peut se permettre de venir tout de suite vous faire l'aménagement définitif. Donc ce que vous voyez dans la perspective de droite, des trottoirs en béton avec des bordures de granit, des fosses plantées beaucoup plus larges avec donc la végétation des arbres qui seront plantés d'un côté de la rue dans ces fosses agrandies là.
J'en profite aussi, même si on ne la voit que très discrètement, pour vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit au niveau de notre processus d'enfouissement. Vous savez que dans tout ce secteur-là, nous avons encore beaucoup de fils aériens, puis vous avez peut-être remarqué d'ailleurs des poteaux de bois encore sur la rue Ottawa, notamment qui n'ont pas encore été enlevés. C'est parce que quand on vient enfouir les réseaux de télécommunications et d'électricité, la première étape, c'est vraiment de construire les massifs en béton qui vont venir accommoder nos fils. Donc un premier contrat, le contrat qui est en cours, sert à faire cette infrastructure-là. Ensuite, il y a Hydro-Québec, Vidéotron, la Commission des services électriques, tous ceux qui vous fournissent votre Internet et votre électricité, qui vont venir relocaliser leurs fils. Et ce n'est qu'une fois que tous ces réseaux-là auront été relocalisés qu'on peut venir enlever les poteaux de bois. Donc ça sera dans un contrat subséquent. On a déjà planifié ça et on va essayer de s'organiser pour le faire le plus rapidement possible. Mais vous comprendrez que malheureusement, ça prend quand même, il faut qu'on s'assure d'enfouir un réseau complet. Donc même si nous avons construit nos massifs sous la rue Ottawa, on ne peut pas tout de suite venir enlever les fils ou les poteaux de bois sur toute la longueur parce que pour mettre tout ça sous terre, il faut s'assurer que les liens soient complets. Puis notre préoccupation reste de nous assurer qu'il n'y ait pas d'interruption de service au niveau télécommunications et électricité pour les riverains. Voilà, donc de façon pratico-pratique, cette année-ci, en 2024, ce que nous venons faire, c'est dans un premier temps ce qui est illustré dans le cadran rouge, c'est ce qui a déjà commencé au niveau des travaux, ce que vous voyez dans l'image vers la gauche. L'image à droite, en fait, est une image des travaux qui ont été réalisés à l'automne passé. L'entrave est un petit peu moins creuse. C'est une rue, comme vous le voyez, la rue Yonge, qui est extrêmement étroite. On a beaucoup de rues étroites dans le quartier, donc ça nous demande une fermeture complète de la rue. Là où il y a les travaux, on ne sera pas capable d'accommoder de la circulation véhiculaire là où on travaille, en plus du passage des piétons. Mais le passage des piétons, lui, va être assuré pendant toute la phase des travaux. Suite à ça, on va revenir à partir de cet été, si toute notre coordination se place comme il faut, dans le tronçon entre Ottawa et William. Là, comme je vous le disais, on est extrêmement dépendant de tout ce qui est chantier privé de part et d'autre de la rue pour pouvoir venir s'intégrer tout en assurant, comme on le disait, un accès pour les riverains et aux services d'urgence également. Juste à côté, je vous parlais de chantier, il y en a un qui est à nous. C'est le chantier de décontamination qui vient de commencer cette semaine au niveau de la place William Dow. Ceux d'entre vous, là aussi, qui êtes passés à côté, peut-être avez-vous vu, en tout cas moi je l'ai vu tout à l'heure en passant, on a déjà découvert un des murs de fondation de la St. Anne Catholic Brothers School, si je ne me trompe pas, qui est illustré, c'est le polygone en rouge sur la carte qu'on voit à droite. C'est un ancien pôle civique irlandais qui, si je ne me trompe pas, comprenait un orphelinat. Des fouilles préalables qu'on avait faites nous ont déjà permis de déceler toutes sortes de vestiges. C'est ce travail-là qu'on vient terminer pour pouvoir ensuite avancer avec le projet MR63. Donc, le rectangle bleu marine que vous voyez, ça, ce rectangle-là représente le futur emplacement de l'immeuble MR63. Ça va nous permettre donc d'avancer avec ce projet-là également. Ce sont des travaux de décontamination qui sont prévus être complétés d'ici la fin de l'été, certainement. Puis, si tout va bien, même d'ici le mois d'août. Ça nous amène à la rue William. Donc la rue William, pour nous, c'est le projet qu'on appelle de la rue William, mais qui comprend aussi les segments sur du séminaire, ainsi que Saint-Thomas, entre William et la rue Ottawa. Donc, l'année passée, nous avons déjà complété, vous le voyez dans l'image de gauche, au niveau de la rue du Séminaire, tout ce qui est travail d'infrastructure, de réseau énergétique, et on a même fait une chaussée transitoire, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, comme ma collègue vous l'expliquait. Quand on viendra faire le parc des eaux cachées, on viendra à ce moment-là faire l'aménagement définitif de la rue du Séminaire. Reste à faire les travaux d'éclairage dans ce segment-là, donc entre William de la Montagne, si on veut, et la rue Ottawa, plus vers le sud. Pour la rue Saint-Thomas, là ici, vous avez une image qui vous illustre donc l'installation des réseaux énergétiques. Là, on a bien avancé au niveau de l'installation des infrastructures et puis des réseaux énergétiques. On n'a pas encore tout à fait tout pu compléter, puis je vous l'expliquerai dans un instant. Il y a eu des complications au niveau de la contamination des sols. Vous vous rappellerez peut-être qu'il y a eu l'année passée tout un projet de décontamination de la partie nord du site de l'îlot Saint-Thomas, juste à côté parce qu'il y avait une ancienne station-service. On a été un peu surpris de retrouver autant de contamination qu'on en a trouvé, mais en même temps, ça s'explique facilement étant donné les travaux qu'il y a eu de façon limitrophe. Et donc, ça, comment dire, on a pu accommoder, s'assurer que
tout soit mis en place pour décontaminer comme il faut et continuer. Ça veut aussi dire que l'automne passé, on a commencé à travailler sur la rue William, juste à côté dans ce triangle-là, travaux qu'on poursuit donc cette année. Vous avez une image de ce qui se passe, en fait ce qui s'est passé, je pense, à l'automne passé et ce qui se poursuit cette année sur la rue William à partir de la rue de la Montagne. C'est l'égout collecteur qui fait plus de 2 mètres de large, là que vous voyez au niveau de la canalisation qui est là. Égout collecteur qui permet d'ajouter à la rétention d'eau par rapport à un égout standard, donc égout grossi, qui mène lui-même vers le bassin de rétention qui se trouve au coin des rues William et Anne, près de la structure ferroviaire, si vous voulez. Ce projet-ci comprend la remise à neuf de toutes les infrastructures qu'on retrouve dans la rue. Donc, égout collecteur, il y a des sections d'aqueduc principal, des sections d'aqueduc secondaire, nos réseaux de télécommunications et d'énergie également. Mais comme c'est une rue, je vais vous parler un tout petit peu des défis dont je vous ai déjà parlé. Donc au niveau des sols contaminés, je vous en ai parlé. C'est une rue qui est bordée de bâtiments historiques. C'est une rue donc où on a quand même d'autres surprises. Alors vous avez l'image à droite ici du Central Montreal Street Railway, qui donc l'ancienne centrale des tramways qui se trouvait dans Griffintown, qui, nous pensons, est à l'origine de certains conduits auxquels on ne s'attendait pas, que vous voyez dans l'image de gauche, des grosses conduites qu'on a retrouvées en excavant, en venant placer nos réseaux électriques. Donc, des découvertes fort intéressantes pour ceux qui aiment l'archéologie, mais qui, pour un entrepreneur, posent un petit défi additionnel, certainement. On s'assure dans ce contexte-là aussi de garder un accès pour les commerces. Il y a plusieurs commerces qui ont des passages de véhicules lourds. Donc, il y a toujours notre agente de liaison, dont ma collègue Marianne Bourque vous parlera tout à l'heure, qui va rester en contact. S'il y en a d'entre vous qui ont des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à continuer à rester en contact avec elle pour qu'on trouve des solutions au niveau opérationnel, pour qu'on s'assure que l'accès soit maintenu en tout temps vers vos commerces. De par ces travaux importants qui se passent donc de part et d'autre de la rue William, ici aussi la rue va être reconstruite dans un revêtement transitoire. Des trottoirs élargis, une piste cyclable qui vient compléter l'axe qui actuellement se rend jusqu'à Robert Bourassa pour les cyclistes et une chaussée plus étroite par rapport à ce qu'on avait ce qu'on voit actuellement en termes de largeur. C'est aussi une chaussée le long de laquelle on retrouvera des bandes de recharge électrique et éventuellement assez large pour qu'on puisse y avoir aussi d'importantes bandes plantées avec des arbres et des végétaux. Mais comme je vous le disais, on va attendre que les bâtiments de part et d'autre de la rue pour lesquels les projets privés sont actuellement en développement soient complétés pour pas que nos arbres, nos trottoirs, etc. se fassent démolir lors de ces travaux-là. Donc au niveau de cette année-ci et de ce qui reste à faire, je vous ai parlé tout à l'heure de la rue du Séminaire où tout est terminé sauf l'éclairage. On va essayer de venir vous compléter l'éclairage cette année au plus tard en début de l'année prochaine, donc au plus tard en début 2025. Au niveau de la rue Saint-Thomas, là aussi on est à compléter les travaux de chaussée, de marquage, d'éclairage de la rue. La rue William, elle, donc on va progresser avec tout ce qui est infrastructurel, avec l'idée d'avancer le plus possible cette année, venir compléter ce qu'il resterait éventuellement au début de l'année 2025. Puis comme je le disais, vous allez voir apparaître là des bornes de recharge électrique pour véhicules, des bornes de Bixi rechargeables également et la piste cyclable dans la continuité de ce que vous avez vu précédemment. Pour les rues Bassin et Ollier, alors Bassin et Ollier qui sont juste au sud de la rue William. Là, plusieurs d'entre vous ont peut-être assisté à la séance d'information spécifique sur les travaux qui a eu lieu il y a quelques semaines, mais je me permets quand même pour les autres de faire un petit rappel par rapport à ce qui est en ce moment prévu et ce qui a déjà été complété. Sur la rue du Séminaire, on est venu rajouter les infrastructures pour une borne de Bixi électrique et donc l'aménagement là a été entravé légèrement. Puis l'année passée, on est aussi venu faire les travaux d'infrastructure sur la rue des Bassins entre Riou et du Séminaire, avec l'idée qu'on puisse venir cette année compléter les aménagements de surface. Donc c'est ça, on a travaillé tard dans l'automne, c'est pour ça qu'il y avait même un peu de neige à la fin de nos travaux. L'objectif de ce projet-ci, c'est vraiment pas juste de venir compléter les infrastructures, mais aussi de venir compléter l'aménagement permanent des rues Bassin et Ollier. Donc la géométrie, c'est la géométrie qu'il y a là actuellement, mais les trottoirs qui sont là en ce moment sont des trottoirs transitoires. À la fin du chantier, vous allez pouvoir bénéficier de trottoirs dans un aménagement définitif avec des trottoirs en béton, de vastes espaces plantés, des arbres, des bornes de recharge. En fait, les bornes de recharge véhiculaire sont déjà installées. Quand je suis passée hier, on les voyait. Et des bornes de recharge électrique également pour les Bixi. On va aussi venir sécuriser l'intersection des rues Riou et des Bassins, au niveau de la rue des Bassins, puis finir en termes d'aménagement le tronçon entre Riou et du Séminaire.
Donc cette année, on complète tout ce qui concerne la surface, comme je vous le disais, avec un nouvel éclairage sécuritaire et une sécurisation puis une amélioration du confort pour les riverains. Voilà. En fait, une petite parenthèse aussi au niveau, parce qu'on a fermé l'accès à l'un des stationnements, étant donné qu'il y a beaucoup de stations, où il y a 2 stationnements privés, mais avec plusieurs cases de stationnement qui seront donc entravées. Vu l'étroitesse, là aussi de la rue, on est obligé de faire une fermeture complète. S'il y en a d'entre vous qui ont eu des problèmes techniques avec la relocalisation des stationnements, là aussi, nos chargés de projet, nos agents de liaison sont disponibles pour s'assurer que toutes ces problématiques-là puissent être réglées le plus rapidement possible. Hein, donc ça, dès la séance terminée, il n'y a pas de problème. Je vous invite absolument à aller les rejoindre au kiosque pour en parler. Puis enfin, la rue Wellington, là, ce ne sont pas des travaux définitifs, mais étant donné le nombre d'entre vous qui nous ont transmis des messages par rapport à la qualité de la surface de roulement, on va venir faire des travaux de correction. Ce n'est pas l'aménagement définitif, et puis donc on ne touchera pas à la géométrie de la rue à cette étape-ci. C'est vraiment pour s'assurer d'avoir un niveau de confort, puis limiter le bruit lié aux vibrations des pieds au nid de poule sur cette rue-ci. On vous en avait déjà parlé l'année passée, ça ne sera fait qu'en mai cette année-ci, étant donné la présence de rails de tramway anciens qu'il y avait sous la surface qui nous pose un petit défi technique additionnel. C'est ça. Malheureusement, on nous a posé la question l'année passée, là, les rails ne sont pas réutilisables étant donné l'état dans lequel ils sont. Voilà. Donc, ça complète au niveau des travaux. Comme on va vous le dire, je vous invite tous ceux qui ont des questions très spécifiques liées à la gestion des chantiers à venir voir les chargés de projet qui sont disponibles juste après la séance d'information. Ils sont là pour répondre à vos questions. Et puis, si jamais, pour ceux d'entre vous qui nous regardent en différé, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec notre agent de liaison. Et puis sur ce, donc, je vais passer la parole à ma collègue Marianne Bourg qui va vous redonner, vous réitérer tous les moyens de communication importants. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, oui, je suis ici pour vous rappeler les différents outils de communication qui sont à votre disposition dans le cadre du projet Griffintown. J'en profite pour vous rappeler que la présentation de ce soir va être déposée en ligne, donc pas besoin de noter l'ensemble des coordonnées, vous y aurez accès de chez vous. Tout d'abord, on est toujours joignable par téléphone, 514-872-3777, du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h30. En dehors des heures d'ouverture, vous pouvez composer le 311 pour nous joindre. Par courriel, griffintown@montréal.ca. Et nous avons aussi le groupe Facebook depuis quelques années. Donc, c'est un outil qui nous permet de communiquer avec vous, de vous donner de l'information, mais qui vous permet aussi d'interagir. Donc, vous pouvez poser des questions, publier, donner vos commentaires, et on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. On fait une veille quotidienne, donc vous avez des réponses en temps réel. On a aussi le site web, comme je le disais, la page montréal.ca, donc le site, montréal.ca, la page projet Griffintown. Et là, on recense l'ensemble de l'information, donc tous les documents qui sont postés, qui sont diffusés, la présentation de ce soir, les différents avis vont être déposés. Donc, je vous invite dans la barre de recherche à aller chercher projet Griffintown. Nous envoyons aussi, dans le cadre des chantiers, des lettres en amont et des avis de travaux. Donc, en début de phase, c'est envoyé de façon papier. Et par la suite, on fait des mises à jour de manière électronique. Donc, pour les recevoir, je vous invite à vous abonner à l'infolettre. Pour faire ça, encore là, vous allez sur montréal.ca, dans la barre de recherche, Griffintown, s'informer. Vous allez voir, c'est très, très simple, ça prend 1 minute, et vous allez recevoir l'ensemble des infolettes qui sont transmises. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et finalement, en ligne, vous avez aussi la carte entraves et travaux qui est mise à jour quotidiennement selon l'avancement des chantiers. Donc, je vous invite aussi à vous y référer au besoin. Finalement, comme on le disait, on a aussi un comité de bon voisinage, et des agents de liaison. Donc, le comité de bon voisinage, ce sont des rencontres ponctuelles où on discute des différentes problématiques. On essaie aussi de trouver des solutions pour atténuer les impacts. Donc, vous êtes bienvenus à y participer. La prochaine rencontre est prévue le 13 juin 2024. Nous avons aussi, comme ma collègue le disait, une agente de liaison sur le terrain, que ce soit pour participer au comité de bon voisinage ou pour discuter avec notre agente de liaison. Vous pouvez écrire à griffintown@montréal.ca. Donc, sur ce, je cède la parole à notre animatrice. Merci.
Alors, merci à vous tous et toutes pour les présentations, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. On est maintenant arrivé à la période de questions-réponses. Alors, avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la soirée. Alors, je nous invite à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture, en respectant les opinions des autres. Merci aussi de limiter votre intervention à une question et une sous-question pour donner la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pourrez revenir vous mettre en file pour la poser. Seules les questions en lien avec le projet présenté ce soir vont être répondues. Les intervenants vont faire de leur mieux pour répondre en 1 à 2 minutes à vos questions. Et comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, si jamais la question n'était pas répondue ce soir, soyez sans crainte, il y aura un document qui va compiler toutes les questions et qui vous sera ensuite transmis. Alors, je vais maintenant ouvrir, pas moi, nous allons maintenant ouvrir les micros. Je vous inviterai à vous placer en file derrière un des 2 micros dans la salle. Quand ça sera le moment de poser votre question, je vais vous donner le droit de parole. Je vous inviterai à vous nommer, à poser votre question de la façon la plus succincte possible. Je vais alterner également avec les questions qui ont été posées au moment de l'inscription pour les gens qui sont en web diffusion. Je vais d'ailleurs commencer par quelques questions qui ont été posées à l'avance. Comme ça va vous laisser le temps de réfléchir peut-être à vos questions. Vous pouvez tout de même vous avancer, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être juste prendre une première question. À moins que vous, allez-y vu que vous êtes déjà debout. Puis ensuite, je vais aller avec les questions à l'avance. Merci beaucoup. Marc Labrec, résident du quartier depuis 10 ans. Qu'est-ce qui arrive au niveau des réparations aux périphéries des chantiers de Mouston? J'habite juste à côté de ça. Il y a beaucoup de dommages qui sont causés par rapport aux allées. Ça cause des problématiques. C'est quoi les échéanciers par rapport à ça? Excellent. Merci beaucoup pour la question. En fait, ça recoupe aussi une question qu'on avait eue là, au préalable, à l'effet que lorsqu'il y a des constructions, il y a évidemment, au tout départ, des dépôts qui sont pris. Donc, au niveau des entrepreneurs, la Ville va aller mettre des fonds en réserve pour être capable de pouvoir intervenir par la suite des différents impacts qu'il peut y avoir là, au niveau des aménagements du domaine public. Donc, concrètement, dans ce dossier-là, il y a déjà eu des amendes. Donc, il y a des mises à l'amende pour des bris qui sont occasionnés, soit au mobilier urbain, aux arbres et évidemment là, aux infrastructures. Évidemment, ensuite, non seulement il y a des amendes qui sont remises, mais il y a aussi, on collige l'information pour par la suite demander, en fait, on va juste pas le demander, on va procéder au remplacement des équipements qui ont été abîmés, à même les fonds qui sont déposés dans un compte là, au niveau de la Ville de Montréal. Donc, dans l'échéancier, bien évidemment, on veut que les travaux soient complétés. On veut que cette intervention-là soit faite, évidemment, d'une façon pérenne par la suite, mais c'est sensiblement la démarche qui est identique, autant pour le chantier que vous visez exactement, comme pour tous les autres chantiers privés. Merci, mais on aimerait savoir quand est-ce que l'allée des Charbonniers va être remise en état parce qu'elle est sévèrement scrappée, c'est le bon mot. Bien, précisément, je vais aller chercher l'information parce que pour l'allée des Charbonniers, je n'ai pas l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir cassé la glace. Je vais aller avec une question qui a été posée au moment de l'inscription. Une question de Mme Diane Gosselin. Donc, c'est une question 3 volets, finalement. Donc, c'est concernant la rue des Bassins. Alors, quand seront refaits l'asphalte et les trottoirs sur la rue des Bassins? Deuxièmement, est-ce que le style de lampadaire sera uniforme? Et il semble y en avoir plusieurs sections de tours condos. Et troisièmement, est-ce possible d'avoir plus de contenants de déchets et de recyclage? Donc. Bien, je vais me lancer pour ce qui est de la reconstruction, ou du moins là, la mise à niveau au niveau de la rue des Bassins. Donc, c'est un des exemples qui fait que la stratégie d'aujourd'hui qu'on prend d'aller dans des travaux de transitoire prend son essence, en fait, avec la réalité de la rue des Bassins.
La rue elle a été reconstruite avant que les projets soient faits. Donc, on voit là, les impacts importants sur le domaine public. Maintenant, les travaux qui sont nécessaires sur des bassins, c'est à plusieurs égards des reconstructions de trottoirs et reconstruction de parties de chaussée. Ce que ça implique, c'est des fermetures complètes de la rue des Bassins. Donc, on a évidemment, on veut s'insérer dans tous les échéanciers des différents projets. Vous avez vu, puis je pense que c'est l'objectif de mettre à l'avant les projets du milieu de vie au niveau des parcs. Donc, vraiment, cette priorité-là, c'est en accéléré. On vient faire ces interventions. Donc, vraiment, la rue des Bassins, les travaux qu'on vise à faire, minimalement, c'est de venir sécuriser. Il y en a eu qui ont été faits l'an passé. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Je vois justement une réaction et ce n'est pas suffisant. Il faut venir les sécuriser. C'est l'objectif au niveau de l'équipe d'entretien. Pour ce qui est de la reconstruction, bien évidemment, on ne le voit pas dans un court terme en raison de l'ensemble des fermetures de rue qui sont là actuellement. Pour le lampadaire. Les lampadaires, je vais laisser mes collègues, mais pour ce qui est des outils de collecte sur le domaine public, bien évidemment, le positionnement actuellement est fait de manière stratégique au niveau des aménagements. On parle d'un nouveau milieu de vie. Donc, en fait, on essaie de les positionner de façon à optimiser non seulement le champ, le rayon de collecte, mais aussi la collecte en tant que telle. Donc, évidemment, au niveau des travaux publics, on travaille à essayer de revoir nos méthodes de collecte, de revoir nos corps de travail. Vous savez, de venir avec un gros troc à vidange là, au quotidien dans un secteur qui est déjà très animé et occupé, c'est problématique. Donc, on essaie de travailler plus dans les quarts de soir, de travailler évidemment de fin de semaine. Donc, c'est les efforts qui sont faits là, au niveau des équipements de collecte sur le domaine public. Pour la question concernant, je pense que c'était l'éclairage. Oui. Bon, normalement, tout le mobilier urbain répond à des critères, des normes qui sont inscrites dans les lignes directrices d'aménagement des rues. Donc, pour cette question spécifique-là, s'il y a une diversité de mobilier, je pense que la question va être adressée, va être regardée pour que ça soit uniforme et conforme aux documents de planification. C'est ça. Puis je peux peut-être ajouter, je le mentionnais, donc il y a une section tout à fait à l'est de la rue des Bassins où on vient compléter l'aménagement de surface. Donc les nouveaux lampadaires vont être les lampadaires qui ont été identifiés pour Griffintown. Il y a aussi un autre tronçon où l'éclairage est encore à mettre à jour. Donc il est possible que ce que vous avez constaté comme hétérogénéité vient tout simplement du fait qu'on n'a pas encore pu mettre à jour l'éclairage sur toute la longueur de la rue. Mais si ça peut vous rassurer, notre volonté, c'est vraiment d'arriver avec un paysage architectural uniforme, si je peux le dire comme ça, donc avec des lampadaires qui sont d'une même famille tout le long de la rue. Donc, merci Mme Gosselin pour votre question. Merci pour les réponses. Je vous donnerai la parole, monsieur. D'accord, oui. Bonjour. Bonsoir. Donc, Yves Lafortune. J'ai un commentaire et une question. Mon commentaire s'adresse à M. Doré. Le contrat social de septembre 2013, il n'y a pas grand monde dans la salle qui a dû être participant de ça, j'imagine. Donc, un contrat social, ça a une photo dans le temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut réactualiser, surtout qu'on est dans une opération de densification. Donc, ça mériterait d'avoir un check sur le contrat social en 2024, je pense. Ma question porte sur le stationnement sur rue, que ce soit pour les résidents, nos visiteurs, tout le monde qui vient donner des services à un moment donné. Je reviens à la charge régulièrement, ce n'est pas la première fois. Au comité consultatif, je suis de l'Office de consultation, je suis venu aussi à la charge. Les travaux qui sont annoncés, la plupart des travaux sont très intéressants, mais on voit que l'état de situation actuellement de la stationnement sur rue est épouvantable à Griffintown. Les travaux qui s'amènent, je regarde sur la rue Williams, la placette Square Gallery, ça va encore retirer des espaces de stationnement. On ne s'en va pas pour le mieux. Puis il en reste à peu près la moitié de la phase. Griffintown, on est rendu à la moitié du développement. Il y a un autre 50 qui s'en vient de d'autres bâtiments et de d'autres citoyens. Et les gens ne font pas exprès. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait 3-4 bagnoles dans le circuit. Puis les visiteurs, les amis, tout ça, la famille, on aime ça les voir de temps en temps. On ne veut pas qu'ils se garent au Québec, à Saint-Yves-Feffret. Dans le cas de Saint-Yves-Feffret, ici, c'est la petite Bourgogne pour Griffintown. Donc, on est rendu où toute cette situation-là, quand on le regarde objectivement, ça prend un plan. Je reviens à la charge, il faut avoir une vision pour ça, parce que c'est un des premiers exercices. On le voit qu'il va y avoir peut-être d'autres quartiers à Montréal qui vont vivre une densification. On est parmi les premiers. Je ne suis pas contre, mais il faut avoir une planification, il faut avoir une vision et un plan par rapport à ça. Pour l'instant,
j'ai toujours entendu des choses qui étaient un peu de la pensée magique. Je ne sais pas si on va arriver à quelque chose de là. Ma question est, y a-t-il un plan, y a-t-il une préoccupation réelle au sein de l'administration municipale de l'arrondissement par rapport à cette situation-là, qui est très réelle? Merci. Madame Bergeron. Oui, je peux le prendre. Merci pour votre commentaire et votre question. Je peux répondre par rapport à la vision du projet Griffintown. La vision du projet, c'est faire de la rue un espace collectif. Maintenant, on est conscient qu'il y a aussi des besoins fonctionnels, des besoins de livraison, des besoins de débarcadère, des besoins de stationnement également. Par contre, la vision du quartier, c'est de privilégier le transport actif, le transport collectif, le verdissement. Donc, évidemment, ça a des impacts, sur l'attribution de stationnement sur rue. Donc, pour le moment, on regarde les besoins de chacune des rues avant de démarrer des conceptions, mais la vision du projet est vraiment de promouvoir le transport actif et collectif. Il y a peut-être un complément d'information. Oui, bonjour, Marie-Hélène Desvendal, je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement du Sud-Ouest. Aussi, pour vous informer par rapport au stationnement, on a modifié notre règlement d'urbanisme il y a quelques années, je pense en 2022, si je ne me trompe pas, ou 2021, pour ajouter des normes de stationnement pour le stationnement mutualisé. Donc, dans les nouvelles constructions, maintenant, on exige un certain ratio de stationnement qui peut être multifonction, là, autant visiteurs que pour les livraisons et les véhicules d'entretien, tout ça. Donc, c'est un aspect qu'on a commencé à intégrer. Puis, il y a une réflexion à faire aussi pour bonifier nos règlements d'urbanisme. Encore une fois, c'est pour les nouvelles constructions, là, celles qui sont déjà existantes, on peut rien y faire. Mais pour les nouvelles constructions, toute la logistique urbaine, donc tout ce qui est entretien, livraison, des véhicules qui doivent rester en surface, les déménagements, par exemple, on essaye de trouver des solutions pour que ça puisse être accommodé sur les terrains privés également. Donc ça, c'est en réflexion actuellement là, dans notre équipe. Merci. Merci pour votre question, merci pour vos commentaires. Je vais peut-être juste lire une question posée à l'avance. Ça va être pour Madame Bergeron. Monsieur Mathieu Morin s'interroge. Vous avez parlé tout à l'heure du parc Mary Griffin. Donc, il se demande, est-ce qu'il y a du nouveau pour le parc Mary Griffin et la future station du REM? Donc, pour toute question concernant le REM, on invite les gens à s'adresser directement à l'adresse courriel générique du REM. Donc, je pense que c'est info@info.rem. La bonne adresse pourra vous être communiquée par écrit. L'information avec laquelle on travaille, c'est l'information qui est connue de tous, à savoir que la station serait disponible en 2027. Donc, c'est l'information avec laquelle on travaille. Ensuite, par rapport au parc Mary Griffin, je vous en ai parlé. Il y a une programmation qui est prévue. Ce parc-là est prévu. On travaille avec le partenaire aussi pour voir s'il est possible de faire une utilisation transitoire du site en amont à la construction de la gare. Merci beaucoup. Je vous inviterai, monsieur dans la salle, à poser votre question en vous nommant d'abord. Oui, merci. Mon nom est Anthony. Merci pour ce soir. C'était une belle présentation. Ma question était aussi pour la parc Mary Griffin. Alors, je sais, on n'a pas une date définitive, mais mon question c'était, est-ce que la station de REM, est-ce que la construction de la parc doit commencer après la station de REM est faite, ou est-ce que il y a une possibilité de le faire avant? Très bonne question. Donc, le parc va être aménagé après la construction de la station. Par contre, on est en discussion avec le partenaire pour voir s'il est possible de faire quelque chose en amont, une utilisation transitoire. Donc, c'est des éléments qui font l'objet de discussion en ce moment, à voir si c'est faisable. OK, merci beaucoup. Merci pour votre question. Je vous inviterai à vous nommer puis à poser votre question. Bonjour, mon nom c'est Lionel. J'ai une question concernant l'allée des Charbonniers entre la rue Bazin et la rue Ottawa. Côté logement social et bâtiments rouges, vous avez des beaux arbres, l'espace vert est très bien fait. Mais l'autre côté, Basse 2, la construction est terminée depuis 2 ans, mais vous n'avez jamais planté des arbres, fait l'espace vert.
J'ai fait même une demande à la ville, mais ça n'a jamais fait. Donc, ma question est quand va être faite parce qu'on parle de verdissement Donc, une question en lien avec le verdissement, ça va être Mme Bergeron, je pense. Bien, je prends note de votre commentaire, Monsieur l'allée des Charbonniers. Je n'ai pas de réponse ce soir à vous donner par rapport à cette allée-là, mais vous pouvez être certain qu'on va vous répondre par écrit, à savoir ce qui peut être fait. Merci beaucoup. Je vais aller aussi avec une autre question à l'avance avant de vous donner la parole. Madame Lucie Gagnon, qui s'interroge, qui est en web diffusion. Est-ce que le début de la construction de l'école primaire prévue à Griffintown commencera sous peu? Encore à vous, Madame Bergeron, je pense. Alors, là, la question étant quand est prévue l'école. Donc, les discussions sont toujours en cours entre la Ville, le ministère de l'Éducation et le Centre de services de la Ville de Montréal. On espère pouvoir vous annoncer des nouvelles très rapidement. La Ville est très engagée dans ce projet-là. Merci beaucoup. Je vous inviterai à poser votre question. Vous vous nommez d'abord. Oui, bonjour, Adam Lukowski. En fait, j'habite Laoni, phase 11, puis je suis sur mon syndicat de copropriété. Je suis dans le coin depuis, en fait, une dizaine d'années, 12 ans. Au niveau du parc Mary Griffin, je sais qu'on en a déjà parlé, mais il faut vraiment, puis je veux dire, il y a 400 résidents, il y en a plusieurs qui sont là depuis plus de 10 ans. On comprend qu'il faut attendre, là, ce que vous nous dites ce soir, puis en fait, parce qu'il y a des gens qui écoutent, là, 2027, puis là, ça veut dire qu'il faut attendre après 2027 pour une ouverture du parc. Est-ce exact? On va travailler en arrimage avec le partenaire. Tant que la station n'est pas là, on n'est pas en mesure d'aménager le parc. Donc, on va être prêt pour aménager le parc lorsque la station va être livrée. OK. Moi, je pose la question, moi je la pose, mais je la pose au nom de mon syndicat. Puis encore une fois, merci beaucoup à l'administration municipale en place. C'est très apprécié d'avoir ce forum ce soir. Il reste que 2027, c'est dans 4 ans, plus 2, on est en 2029. Les gens, je veux dire, ils n'attendront pas 10 ans pour peut-être éventuellement voir un parc. Donc, je pense que la question, on comprend que vous êtes en train de collaborer avec les partenaires, qu'il y a des discussions en place, puis ça, on le salue, mais c'est sûr que c'est une priorité là, sur le plancher des vaches, si vous me permettez l'expression. Je pense qu'il y en a ici dans la salle, puis il y en a plusieurs, parce qu'on est en communication. C'est vraiment un sujet qui est sensible. Alors, la suggestion, en fait, au nom du Laoni, phase 8, 10, 8 à 11, là, puis peut-être d'autres, c'est est-ce que pour une utilisation transitoire. Est-ce qu'on peut peut-être réunir des partenaires autour d'une table et voir s'il y a une possibilité, encore une fois en mode solution pragmatique, voir s'il y a une solution transitoire qui peut être faite pour ce coin qui est un coin très important pour le quartier aujourd'hui, mais surtout pour le quartier de demain. Puis encore une fois, merci beaucoup à l'administration en place et aux gens qui sont ici ce soir pour répondre aux questions. C'est fort apprécié. Merci, je pense que c'est bien reçu. Je vous inviterai à poser votre question en vous nommant d'abord. Oui. Bonjour, merci. Merci vraiment pour cette rencontre. Mon nom, c'est Célia. En fait, c'était un commentaire par rapport au dispositif pour les déchets. C'est vrai que récemment, en fait, il y a eu 3 poubelles, je pense, qui ont été supprimées sur le canal La Chine. Je comprends très bien les impératifs liés à la collecte. Ça doit sûrement pas être pratique de gérer ces dispositifs-là. Seulement, je m'interroge parce que quand je vois l'état des rues, la saleté, en fait, et je me dis que le canal La Chine, c'est quand même un lieu qui amène beaucoup de gens. C'est un lieu de promenade. Ça va être aussi un lieu au beau jour où il y aura beaucoup de monde. Je me demande comment on va s'en sortir, en fait, sans ces poubelles-là. Et j'ai peur qu'en fait, ça devienne encore plus sale que ça ne l'est. Donc, j'imagine qu'il y a sûrement des impératifs de collecte, mais peut-être qu'il y a des alternatives. Voilà, peut-être que vous y réfléchirez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le commentaire. Sachez qu'on est aussi estomaqué que vous de la décision de Parc Canada. Vous savez sans doute que cet espace-là est sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, évidemment, au niveau des équipes, on a fait des liens avec les différents partenaires, mais aussi aux différents niveaux. Donc, au niveau de l'administration aussi, il y a des liens, il y a évidemment des communications qui ont été faites pour questionner
en fait, non seulement la décision, mais aussi la façon dont on l'a appris, parce que c'est la situation à laquelle on est confronté. Donc, effectivement, si au niveau du domaine public, on a les mains sur le volant, bien, la Ville de Montréal, au niveau du canal La Chine, bien, évidemment, est en influence avec le partenaire fédéral. Merci beaucoup. En fait, j'avais quelques questions justement sur le même sujet à l'avance, donc ça a été répondu. Je vais aller avec une autre question posée à l'avance avant de vous donner la parole. Donc, j'ai Madame Gagnon qui se demande « Qu'est-il prévu pour le terrain des anciennes écuries situé sur la rue des Bassins? » Ce serait peut-être Madame Boucher, oui? Oui, je vais donner en fait une réponse. Actuellement, il y a des discussions qui sont entamées entre l'arrondissement et le propriétaire en vue d'un dépôt de permis pour une construction conforme au PPU. Merci beaucoup. Donc, à vous, monsieur, pour votre question en vous nommant. Oui, bonjour, Guillaume Lanigeant. En fait, j'avais rencontré Mme Bergeron dans le cadre des consultations de l'OCPM dans le parc, à côté du parc à chiens Ollier. Il y a un employé de l'OCPM qui était venu dans le parc à chiens et qui avait recueilli vraiment, vraiment beaucoup de commentaires de gens insatisfaits de la qualité du parc puis de l'entretien du parc. En ce moment, c'est une poubelle à ciel ouvert. Je trouve que c'est le grand absent, en fait, de la présentation d'aujourd'hui. Il y a eu toutes sortes d'opinions qui ont été émises à ces gens-là, notamment sur la sécurité des chiens, en raison, entre autres, de la grandeur du parc pour la section des gros chiens, qui rend impossible aux maîtres d'aller après leurs chiens quand ils décident de courir. Là. Donc, il y a eu beaucoup, si vous êtes sur le site, sur Facebook, sur le groupe des chiens de Griffintown, on voit régulièrement des gens se plaindre que leurs chiens ont été attaqués au sang, avec des frais de vétérinaire assez importants. Donc, je trouve ça un peu surprenant d'avoir qu'il n'y a aucun mot qui a été dit ce soir sur ce projet-là, sachant qu'il y a probablement plus de chiens que d'enfants dans Griffintown. Monsieur Christian, oui. Et en fait, je vais y aller avec deux niveaux. En fait, le premier sur la notion d'entretien, puis ça recoupe aussi une question qu'on a eue là, à l'effet de savoir l'état de l'installation. Elle est questionnée. Donc, en fait, au niveau de l'arrondissement, on regarde là, vraiment à travailler sur un plan pour les mises à niveau de ces installations-là. Vous l'avez dit, il y a des besoins. Ces besoins-là cadrent évidemment avec les équipements qui sont en place. Maintenant, pour ce qui est le volet plus de la situation qui se vit à l'intérieur de l'aire d'exercice canin, bien évidemment, c'est une information que je vais ramener à l'équipe. Nous, on a fait plusieurs interventions avec l'équipe d'inspection du domaine public pour s'assurer, en fait, du respect des règlements en termes là, de chiens qui jappent, de chiens qui aboient, en termes de maîtres ou quand on sort là, du parc à chiens, d'être certain que les chiens sont en laisse. Donc, il y a ces interventions-là. Il y a de l'entretien qui est fait par les équipes qui passent pour venir faire l'entretien, mais au même titre que, puis j'espère que vous avez vu aussi cette nouvelle lancée là, au niveau de la campagne de publicité de l'arrondissement, où on demande en fait là, à tout le monde ensemble de participer à l'effet monde. C'est qu'il y a des besoins d'entretien, mais effectivement, si les utilisateurs et utilisatrices peuvent prendre soin minimalement de ramasser tout ce qui est laissé sur le domaine public, bien, je pense qu'on s'aide tout le monde un peu, là. Si je peux me permettre, au parc Pilote, qui est le parc à chiens du Vieux-Montréal, c'est un parc qui est détenu de façon privée, en fait. C'est une association qui avait lancé ça. Donc, ils ont l'oreille attentive de l'arrondissement, qui leur fournit un budget, qui les soutient dans tous les projets. Ils ont fait ajouter du sable, ça s'est fait en l'espace d'une semaine. Ils ont demandé des interventions sur l'eau dans le parc, ça s'est fait en une journée. Le parc de Griffintown est vraiment, vraiment laissé à l'abandon. J'ai moi-même fait des demandes par rapport aux déchets de chantier qui volent au vent et qui se ramassent dans les clôtures du parc. Ça devient, comme je l'ai dit, c'est littéralement une poubelle à ciel ouvert. Et plusieurs semaines plus tard, il n'y avait encore rien qui avait été fait, là. Il y a des centaines de personnes qui sont des usagers quotidiens de ce parc-là, contrairement aux autres parcs qui sont des usagers occasionnels. Donc, je pense que ça, c'est important de prioriser ça. Puis, j'ai entendu aucune réponse, aucun engagement de votre part pour en faire une priorité, puis me dire qu'est-ce que vous allez faire pour que ce parc-là soit mis à niveau rapidement. En termes d'entretien, j'en prends note, là. C'est-à-dire que nos équipes y vont fréquemment. Pour ce qui est des éléments de propreté, on va y porter une attention.
Et pour ce qui est du niveau de la mise à niveau actuellement, comme je dis, nous, on veut le regarder aussi dans son ensemble, parce qu'on a plusieurs installations. Il y en a 2, effectivement, dans Griffintown. Pour avoir été aussi quand même longtemps à Ville-Marie, je connais l'historique de l'AEC dont vous parlez. Il y a eu des besoins aussi exprimés. On est en train de remettre à niveau les installations pour permettre justement qu'il y ait ce milieu de vie. Mais oui, il y a aussi une priorité qui est mise dans les autres infrastructures. Dernier commentaire, je sais que ce n'est pas une discussion, là. Sur l'entretien, en fait, ce qui est considéré comme de la propreté dans un parc régulier, puis ce qui est considéré comme de la propreté dans un parc à chiens, ce n'est pas nécessairement le même niveau. Il faut que ce soit plus élevé dans un parc à chiens parce que les chiens vont manger ce qu'ils vont trouver. Donc, vous dites qu'il y a des entretiens réguliers, personne ne l'a constaté. J'en prends note, merci. Merci beaucoup. Je vais aller avec une petite question posée à l'avance. J'ai une question de Mme Cristal LH. Je pense qu'elle est ici ce soir. Est-ce que la Ville peut prendre des mesures pour contrôler les excès de vitesse et le non-respect de la signalisation par les conducteurs? Oui, je vais la lire, votre question. Non, mais je me lève comme ça. Ah oui, absolument. Est-ce que vous avez des points à ajouter ou elle est toujours valide? Toujours valide comme question, je pense. Parfait. Donc, quelles seraient les mesures prises pour contrôler, je vais la terminer, les excès de vitesse et le non-respect de la signalisation par les conducteurs, car les piétons se sentent en insécurité? Parfait. Donc, je vais débuter tout d'abord une première partie de la question pour ce qui est des excès de vitesse. Donc, on vous invite grandement à faire des demandes au 311. Donc, donnez vos commentaires au 311. De cette manière-là, les analyses peuvent être faites du côté de l'équipe de mobilité de l'arrondissement. Selon les analyses qui seront faites, des mesures seront mises en place adaptées à la situation, donc vraiment adaptées à la problématique qui est constatée sur place. Concernant tout ce qui est signalisation, donc tout ce qui est stationnement, ça va être du côté de l'AMD. Donc, on vous conseille d'aller sur le site de l'AMD. Vous pouvez remplir en fait un rapport là, qui est quelque chose comme 6 questions qui identifie vraiment la problématique de stationnement. Exemple, des véhicules stationnés dans une piste cyclable, des véhicules stationnés dans du stationnement interdit. Ça fait partie de leur tâche là, de faire un passage fréquent. On fait aussi souvent des demandes à l'AMD là, pour faire justement des passages fréquents sur des commentaires qu'on reçoit, des requêtes qu'on reçoit. Donc, nous aussi, par la bande, on le fait, mais si vous le faites aussi en tant que citoyen, bon, ça a une portée encore plus grande. Merci beaucoup. Puis, est-ce que ça serait aussi l'AMD responsable pour installer, mettons, des dos-douanes ou de rétrécir les rues encore plus? Parce que j'habite dans les bâtiments bas sur la rue Ottawa, notre entrée, et puis il y a fréquemment des automobiles qui passent sur les trottoirs lorsqu'il y a la collecte des déchets, lorsqu'il y a un véhicule qui bloque le passage. Puis, j'étais sur le trottoir, puis il y avait 3 véhicules qui sont passés à côté de moi, tout droit, puis... En tout cas, je pense que ce n'est pas nécessairement normal. Donc, je ne sais plus à qui m'adresser pour ce genre de problème. En effet, ce n'est pas normal. Actuellement, il y a sur Ottawa un afficheur de vitesse. Donc, c'est là pour prendre la donnée. J'apprécie d'avoir quand même votre information là, concernant les passages sur les trottoirs. C'est en effet pas normal. Donc, on va s'assurer de faire des suivis là, à ce niveau-là, soit au niveau de l'AMD pour les stationnements ou soit au niveau du service de police même pour les passages sur les trottoirs. Okay. Parfait. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir posé la question. Donc, je vous inviterai, bonsoir, à poser votre question. Bonsoir, mon nom c'est Jonathan Méquille, je suis résident depuis 2016. J'ai d'abord un commentaire, puis après une question. Le commentaire, s'adresse un peu au verdissement, c'est concernant l'aspect innovateur de l'approche à notre quartier par rapport aux arbres matures puis aux installations de verdissement. Je vous encourage d'être plus innovateur dans le parcours pour développer quelque chose de permanent, mais aussi de temporaire, parce que souvent, on peut dire, oui, on attend les parcs, oui, on attend quelque chose, mais il y a toujours l'option aussi d'installer des choses temporaires qui sont un verdissement effectif, qui vont contrôler la poussière, la pollution, puis aussi de considérer aussi des arbres qui ont une croissance plus rapide. On installe souvent des arbres dans notre quartier qui ont une croissance assez lente, des bois durs, quoi que ce soit, mais il y a des espèces qui sont déjà indigènes dans le quartier,
qui sont déjà en train de faire pousser beaucoup. On a un grand arbre dans la région, c'est entre la rue, entre la rue Bassin et l'autre rue vers le nord, qui est est-ouest, je m'en souviens mal. Là. Pas Ottawa, mais l'autre rue. Pas William. Encore au nord de Barré, oui. Il y a une ruelle, puis il y a un vieux... En anglais, c'est Cottonwood, mais je ne connais pas l'espèce en français. Mais ça pousse très vite, puis il y a déjà cet arbre-là a fait plein de bébés dans le quartier qui sont rendus très grands en quelques années. Puis ça, c'est un bon espèce comme exemple. Puis ma question, c'est un autre volet, c'est concernant la culture dans le quartier. On a beaucoup de maisons de culture à Montréal. Puis nous, à Griffintown, c'est sûr qu'on aime beaucoup plusieurs choses dans le quartier, mais c'est un peu un dessert culturel, pas juste du fait qu'on n'a pas beaucoup de salles de spectacle ou quoi que ce soit, mais parce qu'il n'y a pas de maison de la culture, justement. Puis je me demandais si on peut s'adresser à cette question-là ou si, à quel niveau on peut s'adresser avec la province ou, d'après vous, si c'est le ministère de la Culture qu'il faudrait mettre à Plesson aussi, parce que c'est sûr qu'on voudrait bien aimer ça dans le quartier, une installation de maison de la culture. Merci. Donc, à qui s'adresser? Donc, des conseils. Mais c'est un excellent commentaire dans un premier temps, donc ça va être pris en compte là, tout à fait là, dans la poursuite du projet. Maintenant, pour les demandes en termes d'équipement, je vous invite à formuler une demande formelle à l'arrondissement qui pourra certainement prendre en compte cette suggestion. Ça va? Bonsoir. Pour la culture, est-ce que vous aviez des recommandations à fournir? Non, mais il y aura une installation au niveau de la Maison de la Culture. Là, puis le travail qui est fait actuellement au niveau du MR63, évidemment, c'est pas dans mon équipe, là, fait que j'y vais un petit peu à tâtons, là, mais évidemment, je pense que le message a été entendu du besoin. Il y a des actions qui sont prises. Tantôt, on parlait du parcours culturel, mais qui va évidemment inclure aussi là, des travaux au niveau du MR63. Donc, ces installations-là, puis on pourra arriver avec de l'information plus précise, là, évidemment, dans le document de la soirée, mais ces installations-là sont déjà planifiées. Donc, on pourra ajouter la réponse à l'intérieur du document. Donc, rebonsoir. Bonsoir tout le monde. Mélissa, je suis nouvelle dans le quartier depuis 2 mois. Je suis encore en lune de miel. Bravo pour le travail que vous faites. En fait, bon, c'est ça, la lune de miel à part le stationnement. Mais quand je trouve un stationnement, je comprends que la STM est en train, pour tout le monde là, qui voudrait bien dire leur mot là-dessus, j'essaie vraiment tant bien que mal de prendre l'autobus le plus possible, mais c'est tellement pas fonctionnel que ça me décourage vraiment. Fait que, en tout cas, à ceux qui voudraient bien donner leurs idées à la STM pour être plus efficace. Puis aussi, j'ai un vélo. Fait que, mais je constate qu'il n'y a pas de poteau, dans le fond. Fait que, j'imagine que vous attendez que les travaux soient terminés, mais puis qu'on peut sûrement faire la demande à l'unité, là, mais ça vaudrait la peine d'en mettre. Je pourrais faire une commande pour une vingtaine là, sur ma rue. Là. Il y a des espaces de yoga, il y a plein du monde qui sont en vélo. Là. Fait que, bien hâte à cet été et voir si on aura des places pour barrer nos vélos. Bien, pour le transport collectif, dans un premier temps, je peux vous répondre qu'il est prévu que le secteur soit bien desservi en transport collectif sur les artères principales. Donc, pour le moment, c'est Wellington et Notre-Dame Est-Ouest. Éventuellement, ça sera également Ottawa et William. En axe nord-sud, c'est davantage des Seigneurs et la rue Peel pour le moment. La station REM viendra aussi contribuer à l'offre de transport collectif. Pour le mobilier urbain, les supports à vélo, votre commentaire est pertinent. Lorsqu'on démarre une conception, on analyse les besoins, on regarde les générateurs de déplacement, mais je prends en note votre commentaire, puis on va s'assurer que les besoins sont répondus en termes de mobilier. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Je vais aller avec une question qui a été posée au moment de l'inscription. Je vois qu'il y a une personne qui est debout. Donc, si vous avez une autre question, c'est le moment, parce qu'après ça, je vais clore la période de questions. Donc, j'ai une question de Michel Léveillé. Donc, ça sera pour, je crois, Madame Michra. Quand sera réparé l'asphalte de la rue de l'Inspecteur en face de l'entrée du poste de police? Oui, alors, j'ai été moi-même, marcher il n'y a pas longtemps dans ce secteur-là, donc c'est
ordinateur de mémoire, je peux vous confirmer le poste de police est au coin de William et de l'inspecteur. C'est un coin, on en a parlé tout à l'heure, il est juste à côté du parc que nous anticipons tous avec grande impatience, là, à côté de la future gare du REM. L'asphalte sur la rue de l'Inspecteur a été réparé à la fin de l'automne l'année passée. Par contre, lorsqu'on est venu faire ces travaux-là, on n'a pas pu intervenir aussi sur le petit bout de la rue William qui est juste devant l'entrée du poste de police pour des raisons de coordination avec le projet du REM qui avait encore des occupations au niveau de cette rue-là. Donc, on est en train de travailler avec nos collègues de l'arrondissement pour voir si on est capable de trouver des créneaux pour faire éventuellement des réparations ponctuelles. Donc, je ne peux pas vous annoncer des travaux. Malheureusement, ça dépend beaucoup de cette coordination sectorielle-là. Mais on essaye de travailler sur une solution parce que je comprends tout à fait que vous souhaitez qu'il y ait des réparations sur le petit bout. Donc, je pense que c'est en fait le bout de la rue William auquel fait référence cette personne. Merci. Donc, vous avez la réponse en web diffusion. Je vais aller avec monsieur, rebonsoir, puis ensuite je vais terminer avec monsieur ici. Oui, rebonsoir, Guillaume Lenigeant. En fait, je vais poser simplement une question générale. On est dans un secteur à forte densité, il y a très peu d'espace public. J'ai remarqué que les aménagements qui ont été proposés jusqu'à maintenant dans les parcs sont des aménagements de surface. Les élus me connaissent pour avoir fait des représentations sur un projet que je nommerai pas ce soir parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas de volonté pour ça. Par contre, je crois qu'il y a une opportunité qui demeure pour n'importe quel autre projet pour utiliser le sous-sol du dernier parc qui serait disponible, qui est le parc des eaux cachées. Le parc Mary Griffin, il y a un ouvrage de rétention d'eau. Le parc du bassin à bois, il vient en construction bientôt, donc il est trop tard. Il reste l'opportunité du parc des eaux cachées pour faire une infrastructure publique en sous-sol. Donc, j'aimerais savoir s'il est trop tard ou si vous pourriez considérer faire quelque chose, pas nécessairement le projet pour lequel j'ai approché plusieurs d'entre vous. Donc, oui, je suis au courant de cette demande que vous avez par rapport au souterrain du parc. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas prévu, donc il n'y a aucune installation sous le parc des eaux cachées. Ma question, c'était est-ce que vous pourriez reconsidérer pour voir s'il y a une volonté des citoyens pour faire quelque chose dans le sous-sol? Je comprends que là, vous dites que pour l'instant, c'est non. Est-ce que vous pourriez reconsidérer? J'entends votre commentaire. L'équipe de projet va en prendre acte. Je ne peux pas m'engager ce soir. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer la période de questions avec vous. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Jean-François. J'ai eu vent d'une problématique par rapport à une piste cyclable. Et en fait, tout à l'heure, il y a eu une question par rapport à l'ajout de poteaux pour verrouiller des vélos. Ma question est l'ajout d'un autre type de poteau, les bollards. Est-ce que sur la rue Ottawa, la piste cyclable est considérée comme étant terminée, achevée, ou est-ce que vous allez rajouter beaucoup de bollards? Parce que, entre autres, j'ai constaté que les voitures roulent là-dessus durant l'hiver. On ne sait même pas qu'il y a une piste cyclable, donc ça roule là-dessus. Et il y a une problématique de débarcadère illégal, disons, dans un certain segment où il y a un hôtel que je ne nommerai pas. Et donc, il semblerait que l'escouade de mobilité, ou je ne sais plus quoi, le SPVM, l'Agence de mobilité durable, n'arrive pas à épingler les gens récalcitrants qui stationnent sur la voie. Et paraît-il que cette voie est bloquée assez souvent. Donc, voilà. Je peux prendre votre question, monsieur. Donc, la piste cyclable, probablement dans le tronçon dont vous parlez, a déjà été aménagée. C'est une piste cyclable à mi-hauteur. Cette problématique-là aussi a déjà été soulevée. Sur la rue William, effectivement, il y a des bollards qui ont été posés. Lorsqu'on avait adressé la question à nos experts vélos, ce qu'on nous a dit, c'était que l'aménagement en piste surélevée était sécuritaire. Maintenant, je vous entends ce soir, on va prendre acte de votre commentaire, puis on va voir ce qui peut être fait. Évidemment, la sécurité des aménagements est primordiale. Peut-être juste, il faudrait juste aller au micro parce qu'on est en web diffusion. Mais en gros, c'est à la fois une question de compliance des usagers de la route et tout ça, mais c'est aussi, des fois, les usagers de la route ne voient pas qu'il y a une piste cyclable. Ça a beau avoir un 6 pouces de différence de hauteur, ils ne le verront pas, ils ne sentiront même pas quand il y a comme 12 pouces de neige. Voilà. Ce que je vais ajouter, ce qui fait référence, c'est que c'est le segment qui est directement devant la coopérative de bassin du Havre, qui est en asphalte, qui n'est pas en section surélevée. Je comprends que devant l'immeuble que j'habite, il y a une zone de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, mais clairement, le segment problématique,
c'est devant le 1500 au 1400. C'est vraiment, excusez-moi, c'est le bordel. Il faut régler la situation, le marquer et avoir un poste de police et un poste des gens de l'Agence de mobilité durable devant en permanence, 7/24. Merci, c'est noté. Donc, avant de terminer la soirée, j'inviterai Mme Tanchani, qui est la conseillère de l'arrondissement, pour le mot de la fin. Merci, Mme Dumont. Bonsoir tout le monde. Merci d'être en si grand nombre dans la salle et probablement à la maison aussi en web-diffusion. Moi, je ne reviendrai pas sur les aménagements urbanistiques, on vous en a longuement parlé. Personnellement, je suis résidente de Griffintown depuis une dizaine d'années aussi, puis j'ai vu le quartier se développer de façon extrêmement rapide comparé au reste de Montréal. Bien que la Ville s'occupe des aménagements urbains et que l'arrondissement s'occupe de l'entretien et des autres services qu'on offre, il y a aussi l'âme du quartier Griffintown. Puis cette âme-là, ça vient des citoyens qui habitent, des résidents qui habitent. Puis j'aimerais souligner la contribution de nos nombreux citoyens qui ont eu des initiatives sans l'aide de l'arrondissement de la Ville, soit le Jardin Ollier, qui est un jardin en libre-service qui a été initié par des résidents du quartier. Les deux groupes qui s'appellent Une marche, un sac, puis il y a aussi J'adopte ma rue, où des citoyens prennent en charge le nettoyage des rues, puis des espaces verts. Au niveau culturel, on a bien sûr Film Noir sur le canal, qui était parti par un citoyen de Griffintown, où ce qu'on nous permet de voir des vieux films noirs en bordure du canal. Bien sûr que c'est dans Pointe-Saint-Charles, mais c'est quand même à un pas de Griffintown. Aussi, on a MR63, le corridor culturel, qui nous font beaucoup d'événements dans Griffintown depuis les dernières années. Finalement, aussi, on a des rencontres mensuelles organisées par la SDC Quartier du Canal, par MR63, qui nous permettent de nous rencontrer et de discuter sur plein de sujets du quartier. Puis en même temps, ces résidents-là veulent se partir une espèce d'association de résidents du quartier pour mener, par exemple, des dossiers à l'arrondissement en groupe. Fait que, moi, je remercie ces citoyens-là de mettre une norme à ces quartiers-là. Parce que dans les médias, souvent, on dit que Griffintown, c'est une erreur urbanistique, mais quand on y habite, on sait qu'il y a d'autres choses que juste de la construction, puis des rues bloquées, etc. Je vous remercie beaucoup. Donc, merci beaucoup, Mme Lee. Merci également à tous les présentateurs, les présentatrices. Merci aussi à M. Doré. Donc, moi, au nom de la Ville de Montréal, j'aimerais vous remercier ce soir pour votre présence active, pour vos questions et commentaires pertinents. Je vous remercie d'avoir été aussi participatif. Quelques rappels, la présentation sera déposée sur le site montréal.ca. Vous recevrez également un sondage d'appréciation à la suite de la séance. Donc, toujours dans un but d'amélioration continue, l'équipe va lire tous vos commentaires. Vous recevrez également par écrit un document qui va rassembler les principales questions-réponses de ce soir, ainsi que celles qui n'auraient pas été répondues. On avait encore quelques questions qui avaient été posées au moment de l'inscription, mais très peu. Donc, on va s'assurer que qu'elles soient également répondues. Marianne Bourque, tout à l'heure, vous a parlé de vous inscrire aux avis de travaux électroniques en visitant le site web de Griffintown. Vous êtes également invité à poser vos questions à l'agent de liaison en écrivant à griffintown@montreal.ca et à vous abonner au groupe Facebook Projet Griffintown. Finalement, pour les participants qui sont avec nous ici en personne, avant de quitter, je vous rappelle qu'à l'extérieur, vous pouvez visiter les kiosques. Vous pouvez également poursuivre vos discussions si vous avez des enjeux très, très spécifiques concernant le projet ou aux alentours, sur les travaux en cours. Donc, je vous invite à poursuivre les conversations. Pour ceux qui nous regardaient à la maison, merci beaucoup d'avoir été présents et attentifs. Donc, à tous et à toutes, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée et bons échanges pour ceux qui poursuivent les conversations. Merci.